J'ai mangé mon jumeau dans le ventre de ma mère. Non, je parle pas de moi, hein, mais je suis sûr que vous avez déjà entendu ce genre d'histoire. Non? Attendez. Apparemment, ce serait votre frère jumeau que vous aurez absorbé quand vous étiez dans le ventre de votre mère. Voilà, comme ça, maintenant tout le monde en a entendu parler. Ça, c'était Greg Romano. Vous vous souvenez, il était venu nous parler de son syndrome de Marfan. Eh ben, figurez-vous que c'est pas le seul à avoir mangé son jumeau. Ah, je sens que je vous ai... hein? Le jumeau cannibale, le jumeau parasite. Sympa comme petit nom, hein. Qu'est-ce qui se cache derrière ces mots un petit peu terrifiants? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui mangent leurs jumeaux dans le ventre de leur mère? En fait, si cette expression ressemble plus à un titre de film d'horreur qu'à un terme scientifique, il y a une raison. D'abord parce qu'elle recouvre plusieurs réalités. Des jumelles, des jumeaux, on va dire une grossesse gémellaire, ça fera plus stylé. Qu'est-ce que c'est? Bah déjà de base, il y a deux possibilités. Soit il y a deux ovules différents qui sont fécondés et qui se développent chacun de leur côté. Là, on parle de jumeaux dizygotes, on appelle ça aussi des faux jumeaux. Soit il y a un seul ovule qui est fécondé, cet ovule, il va devenir un œuf, et cet œuf, au lieu de donner un seul embryon, comme la plupart du temps, il va se diviser et donner deux embryons, qui vont ensuite se développer aussi, chacun de leur côté. Ça, c'est les jumeaux monozygotes, les vrais jumeaux. Et ensuite, pour la petite histoire, dans ce dernier cas de figure, les jumeaux, soit ils peuvent avoir chacun leur propre placenta, soit être reliés au même placenta. En gros, le placenta, c'est une espèce de galette qui est collée à la paroi de l'utérus, et à laquelle le fœtus est relié par le cordon ombilical. Ça lui permet notamment d'aller chercher dans le sang de la mère tout ce dont il a besoin pour se développer, et d'y rejeter tout ce dont il n'a pas besoin. Ses déchets, en fait. C'est à la fois son frigo et ses toilettes, si vous voulez. Alors oui, c'est dégueu, mais bon, c'est même pas encore un vrai bébé, on va pas commencer à le juger. Un autre truc, ils peuvent aussi partager la même poche amniotique ou avoir chacun la leur. La poche amniotique, c'est ce qu'on appelle aussi la poche des os, c'est cette espèce de sac plein de liquide dans lequel le fœtus est enfermé à l'intérieur de l'utérus pendant toute la grossesse. C'est sa chambre, en fait. Donc les jumeaux, soit ils ont chacun la leur, soit ils sont dans la même. Et soit ils ont leur frigo WC personnel, soit ils partagent le même. Tout ça, ça dépend du moment auquel l'œuf s'est divisé en deux embryons. Plus ils sont séparés tôt après la fécondation, plus ils sont indépendants, et plus ils sont séparés tard, plus ils partagent leurs affaires. D'ailleurs, si la division elle arrive tard, ça peut donner ce qu'on appelle des jumeaux conjoints ou des jumeaux fusionnés, que vous connaissez sûrement sous le nom de siamois. Alors, vous allez me dire... D'accord, mais c'est pas le sujet. Déjà, parlez mieux, parce que sinon ça va mal se mettre. Et puis, ok, vous avez raison, c'est pas complètement le sujet, mais un peu quand même. Vous allez voir que l'histoire qui nous intéresse, ou plutôt les histoires qui nous intéressent en fait, parce que cette histoire de manger son jumeau dans le ventre de sa mère, ça peut être utilisé pour parler de cas très différents, bah ces histoires, elles ont tout un point commun. Pour les jumeaux fusionnés, les siamois dont on vient de parler, à la base, il y a deux embryons, et il se passe quelque chose à un moment de leur développement qui fait que ça se déroule pas de façon classique. Et bah là, c'est pareil. Dans les histoires de jumeaux cannibales, mais je vous propose qu'on arrête une bonne fois pour toutes d'employer ce terme atroce, c'est aussi à chaque fois deux embryons qui se développent pas comme d'habitude. L'un des deux, surtout, mais ça peut avoir des conséquences sur l'autre. Pour bien comprendre de quoi on parle, je vous propose qu'on prenne des cas concrets. On va commencer par les cas les plus courants, et on finira par des histoires beaucoup plus rares, donc beaucoup plus complexe. Dans un premier temps, revenons-en à l'ami Greg Romano. Dans l'épisode de la veillée dont je vous ai mis le lien dans la description, il parle d'une tumeur disembryonnaire qu'on a découvert dans son cervelet. Le cervelet, c'est pas de la charcuterie, c'est une partie du cerveau qui se trouve là. Donc les médecins ont trouvé une tumeur, c'est-à-dire un amas de cellules, malignes ou bénignes, en l'occurrence bénignes, dans son cerveau. Jusque-là, on voit bien, mais quel rapport avec un jumeau? Eh bien parce que cette tumeur, elle s'est formée à partir de tissus embryonnaires, c'est-à-dire les mêmes que ceux qu'on trouve au moment où un embryon commence à se développer. Ces tumeurs, on les appelle des dysembryomes, ou encore des tératomes, ce qui veut dire tumeur monstre. Décidément, on est doué pour trouver des termes qui mettent bien à l'aise. On les a appelés comme ça précisément parce qu'on pensait que c'était une sorte de jumeau monstrueux qui se développait à l'intérieur du corps de son frère ou de sa sœur. Alors qu'avec le recul, en réalité, on s'est rendu compte que c'était juste des cellules qui proliféraient de façon anarchique. Mais ce qui a entretenu ce mythe un peu monstrueux, c'est que ces tumeurs, ces kystes si vous voulez, ils peuvent contenir des tissus immatures, c'est-à-dire qui ne se sont pas développés, mais ils peuvent aussi contenir des tissus qui se sont développés au point qu'on y retrouve parfois des ongles, des poils, des dents, des os, etc. Je vous mets pas les photos pour préserver les gens que ça pourrait déranger, mais si vous tapez tératome sur Google Images, vous allez être servi. Comme d'hab, vérifiez les sources, parce qu'il y a pas mal de fakes. Il y a même un cas décrit en 2017 qui parle d'un kyste découvert au niveau de l'ovaire d'une patiente de 16 ans et qui contenait du cervelet. La boucle est bouclée. Ces kystes, on les retrouve le plus souvent au niveau des ovaires,
comme là, ou des testicules. Mais aussi, souvent, au niveau sacro-coccygien, c'est-à-dire à la hauteur entre le sacrum et le coccyx. Juste au-dessus de l'arrêt du cul, pour ceux qui ont pas fait latin. Mais il peut y en avoir aussi à plein d'autres endroits, y compris au niveau du cerveau. Voilà, donc premier niveau, des kystes avec à l'intérieur des tissus embryonnaires plus ou moins matures, plus ou moins développés, voire carrément des poils, des dents, des os, de l'ongle, etc. C'est des choses qui existent, même si la science ne sait pas encore vraiment expliquer pourquoi à l'heure actuelle. Mais parlons d'Isbak Pakunda. Isbak, c'est un petit Péruvien, il a 3 ans en 2012 quand ses parents l'amènent à l'hôpital parce qu'il a le ventre gonflé. Quelques heures plus tard, une équipe de chirurgiens retire de son estomac un fœtus de près de 25 cm pour pas loin de 700 grammes. C'est-à-dire l'équivalent d'un fœtus de 5 à 6 mois de grossesse, qui lui retire de l'estomac. Donc là, j'entends des... Ah bah voilà, il a mangé son jumeau, le gamin. Sauf que non, Isbak n'a mangé personne. C'est ce qu'on appelle un cas de fœtus in fetu. Un fœtus dans un fœtus. Et c'est aussi une anomalie du développement embryonnaire. Là, pour le coup, effectivement, il y a 2 fœtus, mais il y en a un qui s'est développé à l'intérieur de l'autre. On ne sait pas pourquoi, mais il est là. Dans le cas du petit Isbak, le fœtus, il avait des os, des cheveux et des yeux, mais pas de cœur, pas de poumon, pas de cerveau et pas d'intestin. Dans un même ordre d'idée, 2 ans plus tôt, une petite fille est née à Hong Kong avec 2 fœtus dans le ventre. Pas dans l'estomac, donc elle non plus, elle avait mangé personne, et pas dans l'utérus, donc elle n'était pas enceinte de ses frères et sœurs comme on l'a lu dans la presse à l'époque. Ils étaient entre sa rate et son rein gauche. À la base, en faisant des examens à la petite fille juste après sa naissance, les médecins, ils ont repéré une masse de 4,5 cm de diamètre à peu près, et ils ont décidé de l'opérer pour la retirer. Et ils ont constaté que la masse en question, elle était en fait composée de 2 petites masses dans un sac. 2 fœtus, avec chacun un cordon ombilical relié à quelque chose qui ressemblait à un placenta. 2 fœtus avec des os, des muscles, des cartilages, des bras, des jambes, une colonne vertébrale, une ébauche d'organes génitaux, mais pas de cœur. Des inspecteurs des impôts. Pardon. Des fœtus qui ne se sont pas développés normalement. Et heureusement pour la petite fille qui a survécu a priori sans séquelles. Donc là, on est dans un cas de figure encore plus rare, des sortes de triplés, si on veut. Mais la localisation, ça reste dans l'abdomen comme dans la plupart des cas. Mais on peut trouver des fœtus in fetu dans d'autres parties du corps, y compris un testicule ou dans le cerveau, pour citer que ces exemples. Il y a même une vieille publication scientifique qui décrit un cas où il y a eu 5 fœtus retrouvés dans une tumeur cérébrale. Alors, est-ce que c'était vraiment des fœtus in fetu ou des tératomes? La publication parle vraiment de fœtus, mais comme ça date un peu... Bref. Mais parfois, ça arrive aussi qu'on en découvre chez des adultes parce qu'ils se plaignent de maux de tête, de douleurs abdominales, etc. Alors, donc, on a dit qu'on arrêtait de parler de jumeaux cannibales, et on a bien vu pourquoi ça rimait à rien, mais là, peut-être que vous vous dites quelque chose du genre... Là, quand même, le coup du jumeau parasite, il y a quelque chose quand même, non? Je vois ce que vous voulez dire, le côté le jumeau qui se développe à l'intérieur de l'autre jumeau. Je suis pas d'accord avec vous, on va en reparler, mais je vois. Ceci dit, le terme de jumeau parasite, il est aussi utilisé pour désigner un autre cas de figure encore. Et là, on va parler de la petite Lakshmi Tatma. Lakshmi Tatma, c'est une petite fille née en Inde en 2005, avec la particularité d'avoir 4 bras et 4 jambes. En fait, son cas se situe un petit peu entre le fœtus in fetu et les jumeaux fusionnés, les siamois. Sauf que là, c'est quelque chose de très précis qui s'appelle l'ischiopagus. Ça vient du mot ischion, qui est la partie inférieure d'un des os du bassin que vous voyez là, et de pagos, qui veut dire fixé. En réalité, Lakshmi n'a pas vraiment 4 bras et 4 jambes. Elle a ses membres à elle, et ceux d'un autre fœtus qui s'est développé pendant la grossesse. Ceux de sa jumelle, donc, qui est reliée à elle par le bassin, mais dont le développement n'a pas été complet, puisqu'elle a ni tête ni thorax, mais uniquement un bassin, 2 bras et 2 jambes. Donc là encore, une anomalie du développement. Personne n'a mangé personne. Et Lakshmi n'est pas non plus une divinité, contrairement à ce que les gens de son village ont cru quand ils l'ont vue. D'ailleurs, Lakshmi, c'est le nom d'une déesse hindoue qui est représentée avec 4 bras. Après une opération de plus de 24 heures, la petite fille a été débarrassée de ses membres en trop et de la colonne vertébrale de sa jumelle qui avait fusionné avec la sienne. L'équipe de chirurgiens qui l'a opérée a aussi fait en sorte de lui laisser les organes qui fonctionnaient bien et de retirer les autres. Ce qui lui a permis non seulement de survivre, mais aussi de pouvoir marcher parce que jusque-là, elle rampait. Voilà, les ischiopagus, ça peut avoir des formes assez différentes. Il y avait aussi le cas d'un autre jeune indien qui s'appelait Deepak Paswan, qui avait été pas mal médiatisé. Et il y a plusieurs autres cas qui ont été décrits dans la littérature scientifique, dont un certain nombre ressemblaient pas mal à des siamois reliés par le bassin. D'ailleurs, le terme est aussi parfois utilisé pour décrire ce genre de cas. Bref, vous avez compris, tout ça, ça a toujours beaucoup intrigué, beaucoup fait parler, beaucoup fait travailler l'imaginaire et du coup, beaucoup raconté de conneries. D'ailleurs,
avec tout le respect que je dois aux divinités, chez les Grecs, on racontait qu'Athéna était sortie du crâne de Zeus, qui avait demandé qu'on lui ouvre en deux parce qu'il avait des grosses migraines. Pardon, mais ça ressemble quand même pas mal à une histoire de fœtus in fetu ou de tératome qui serait arrivé jusqu'à nous après pas mal de bouche à oreille, non? Donc, pour reprendre les termes vraiment pas ouf dont on parle depuis le début. Le jumeau cannibale, ce serait celui à l'intérieur duquel se sont développées des cellules embryonnaires. Des cellules qui formeraient, dans l'imaginaire des gens, le second jumeau qui se développe à l'intérieur du premier, donc le jumeau parasite. Sauf qu'en réalité, on l'a déjà dit, soyons très clairs, personne ne mange personne dans le ventre de sa mère. Et personne n'est responsable de la disparition d'une sœur jumelle ou d'un frère jumeau. C'est juste des histoires de division cellulaire et de développement embryonnaire. Un embryon qui se développe pas normalement et qui va éventuellement se loger là où on l'attend pas. Donc il n'y a pas de jumeaux cannibales. Il n'y a pas à terroriser les gens avec ce genre d'histoire, et encore moins à les culpabiliser. Personne ne survit au détriment de son frère ou de sa sœur. Il y a juste des embryons qui se développent normalement parce qu'ils sont viables, et d'autres qui sont pas viables. C'est important de faire attention à ce qu'on raconte, surtout les professionnels de santé, parce qu'il y a des gens que ça peut affecter profondément. Par exemple, je me souviens de l'histoire de Jenny Cavana, une femme de 45 ans à qui on avait retiré une masse au niveau d'un ovaire. Quand elle a raconté tout ça à la presse, elle avait dit ça. Lorsque j'ai montré la photo à ma mère, ça l'a rendue vraiment triste. Elle en parle comme si c'était mon frère jumeau. Moi, j'essaye de pas trop y penser parce que je veux pas être triste. Pour être honnête, je me suis senti mal en le voyant pour la première fois parce que, vu sa taille et son poids, il ressemblait déjà à un bébé. Il y a un psychothérapeute allemand qui s'est penché sur ce genre de questions et qui estime qu'un embryon sur 10 a un jumeau qui disparaît en cours de grossesse. Et que ça pourrait avoir des conséquences sur la survivante ou le survivant, au point de développer ce qu'on appelle le syndrome du jumeau perdu. Parfois même sans savoir qu'un jumeau a disparu en cours de grossesse. Alors imaginez, en plus, si cette personne-là s'imagine qu'elle a bouffé son jumeau ou sa jumelle. Ou que l'autre est morte et qu'elle a survécu parce qu'elle a pris toute la bouffe ou je sais pas quoi. C'est hyper traumatisant. Alors attention, le coup de la bouffe, là, c'est un truc qui peut arriver. Quand deux fœtus partagent le même placenta, vous vous souvenez, comme on a dit au début, ça peut arriver qu'il y ait une inégalité dans la répartition de la circulation sanguine, donc de la bouffe. Ça s'appelle le syndrome transfuseur-transfusé. C'est rare, mais surtout, ça n'a absolument rien à voir avec tous les cas dont on vient de parler. Et puis en plus, ça peut être fatal aux deux fœtus. Voilà, évidemment, on est loin d'avoir fait le tour de la question. J'aurais pu aussi vous parler des chimères, par exemple. Les chimères, c'est un peu l'inverse, en fait. C'est quand il y a deux fécondations, donc il devrait y avoir deux embryons, mais qui fusionnent. Et au final, ça donne un seul bébé qui a deux ADN différents. Notamment. Mais c'est pas tout à fait le sujet. Par contre, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je peux en reparler dans une prochaine vidéo. Bon, et comme d'habitude, je vous ai mis dans la description de la vidéo des liens vers les différents cas dont je vous ai parlé. Je vous préviens, c'est des publications scientifiques, hein, donc ça s'embarrasse assez peu de sentiments, il y a des photos graphiques sans disclaimer. Mais comme je suis sympa, je vous ai mis un petit « attention photo » à côté des liens en question, que vous soyez prévenus. DTC, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres, mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.